Nous sommes avec Audrey François Souche, qui est responsable recherche et développement et expérimentation au sein du laboratoire des usages de Calixis. Bonjour Audrey. Bonjour. Donc nous allons parler, nous allons échanger sur la notion de prévention. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis ensuite présenter Calixis. Alors effectivement, Calixis, oui, en quelques mots, est un centre de ressources dédié à la prévention des risques à la personne et à l'évaluation des usages. Créé il y a 23 ans, Calixis observe, analyse et évalue et comprend l'individu dans son quotidien. De par nos études, nous pouvons accompagner et conseiller les professionnels, mais également aussi les particuliers, dans une démarche d'adaptation comportementale, de réduction des risques, et tout ceci toujours dans une perspective de protection des personnes, avec un objectif majeur de diminuer la vulnérabilité de l'individu, sécuriser son lieu de vie, c'est bien, et surtout favoriser son bien-être. Quand vous dites accompagner, on peut avoir un exemple concrètement? Alors, c'est-à-dire que nous travaillons vraiment sur toutes les populations, hein, des plus jeunes aux plus âgés, mais nous abordons principalement le vieillissement sous l'angle du bien vivre à domicile. C'est-à-dire qu'on part du principe que vivre plus longtemps représente un gage de progrès, mais aussi c'est un défi constant pour parvenir à un âge avancé en préservant son indépendance, son autonomie et sa qualité de vie. Donc, c'est la raison pour laquelle il me semble intéressant, hein, vraiment, d'aborder et d'anticiper le vieillissement en pleine conscience, c'est-à-dire en gardant son libre arbitre pour conserver à tout âge, en fin de compte, la maîtrise de ses choix. Et surtout dans le cadre de son environnement de vie pour aborder notamment des chemins critiques. Donc, c'est D'accord. vraiment l'idée de le guider, de l'accompagner au travers de ces démarches-là. D'accord. Pour les entreprises qui pourraient nous suivre, qu'elles comprennent bien, avant qu'on rentre dans le sujet, quel type d'entreprise ou d'organisation font appel à vos services et comment ça se passe en fait? On doit venir avec une idée, avec un projet? Comment ça se passe? Alors, nous travaillons à la fois avec des entreprises privées comme des mutuelles d'assurance, des mutuelles de santé, par exemple. Nous travaillons également aussi avec des collectivités qui viennent nous solliciter avec des demandes variées, différentes. Alors, pas forcément avec une idée arrêtée. Ça peut très bien être avec une demande très précise sur une solution de nouveaux services, une solution de nouveaux produits, par exemple, avec une volonté d'être accompagné sous ce regard et sous cet angle de l'individu, mais également aussi avec un certain nombre d'informations liées à l'accidentologie et l'étude des vulnérabilités, donc pour améliorer un concept, pour développer un concept ou clairement travailler sur une idée au départ. Et puis également aussi dans le cadre du montage d'ateliers de prévention ou d'actions de prévention à réaliser, de manière à ce qu'elle soit le plus appropriée possible, le plus efficiente possible et qu'elle corresponde bien à la cible, puisque nous travaillons clairement dans la création de ces démarches avec les utilisateurs eux-mêmes, avec les bénéficiaires eux-mêmes, pour que ça puisse répondre à des attentes réelles. D'accord. Prévention et senior, vous l'abordez sous quel axe? Alors, l'idée, c'est vraiment de partir de favoriser une prévention suffisamment précoce et efficiente des risques liés au vieillissement. Donc, c'est prévenir le plus tôt possible les fragilités. Et c'est pour ça qu'il nous paraît intéressant de se concentrer sur des populations plus jeunes, comme celle des seniors dans la tranche des 50-65 ans, qui seront, pourquoi cette tranche-là? Parce qu'ils seront les seniors du grand âge de demain. Et ces jeunes seniors, d'environ 11 millions de personnes aujourd'hui à peu près, constituent une population peu ou pas ciblée par les actions de prévention aujourd'hui. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est une population encore active ou depuis peu à la retraite, vivant à domicile, principalement en bonne santé, et moins exposés au risque d'accident de la vie courante que les 65 ans et plus, par exemple. Peut-être pour rappel, sur les accidents de la vie courante, qu'est-ce que c'est? Clairement, ça regroupe tous les accidents, hors accidents de la route et accidents au travail. Ils représentent à peu près 11 millions d'accidents aujourd'hui, qui sont particulièrement meurtriers puisque l'on recense un peu plus de 21 000 décès par an.
tout âge confondu. Alors, les jeunes enfants et les 65 ans et les plus de 65 ans, pardon, sont les plus exposés. Et la chute reste principalement une cause d'accident et de décès majeur et principal. Et le domicile, pour là aussi recentrer, est le lieu le plus accidentogène actuellement. Donc, si je vous suis, ou si je devance la logique, c'est que si on fait de la prévention assez tôt, sur les 55-65 ans, on peut faire en sorte qu'ils pourront moins chuter plus tard. Alors oui, entre autres, Par pour quelle exemple, raison? entre autres. Oui, bien sûr. Mais par exemple, également aussi, c'est de manière un petit peu plus globale, c'est aussi, on considère actuellement que cette cible-là, hein, si on se ressent sur cette cible des 50-65 ans, qui sont considérés moins vulnérables en termes de chiffres d'accidentologie. Il n'en reste pas moins que c'est quand même une population qui est extrêmement sollicitée, devant faire souvent preuve de disponibilité, hein, parce qu'elle se partage entre ses ascendants, que sont ses parents, ses descendants, avec les enfants, les petits-enfants, et bien évidemment sa propre vie. Donc cela rajoute, à cela on peut rajouter aussi le passage à la retraite, hein, qui implique là aussi une nouvelle vie, avec son lot de changements, de questionnements face à l'inconnu. Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois envisager de nouvelles activités? Est-ce que je vais pouvoir réaliser de nouveaux projets ou des projets mis en attente, prendre du temps pour soi aussi, mais aussi fréquemment en parallèle, c'est devoir accompagner et conseiller ses parents dans le grand âge. C'est fréquemment d'ailleurs un confrontement douloureux à la vieillesse, en devant prendre des décisions dans l'urgence et souvent imposées, hein, face à des situations non anticipées. Donc c'est vrai que à ce moment-là, beaucoup de facteurs sociaux, économiques, culturels, psychologiques, affectifs viennent impacter le contexte de vie de ces seniors. Et une quinzaine d'années d'exercice et de retour sur cette population en matière des risques, hein, mais également en matière de comportement et d'habitude de vie, nous ont permis vraiment d'identifier un certain nombre de points de rupture à l'origine de fragilité, qui risquent de venir se creuser là aussi dans le temps. Donc, c'est vrai que de par l'implication et l'expérience humaine, hein, complétée ensuite par un recueil de données de terrain, il est possible d'aller plus loin pour mieux connaître et comprendre cette population dans son contexte de vie, et en ayant toujours comme objectif de concevoir des solutions préventives ciblées qui vont être adaptées à leurs besoins et qui seront prêts à adopter, car elles sont conformes aussi bien à leur comportement qu'à leur mode de vie. Donc effectivement, on vous demande d'étudier cette population de jeunes seniors pour pouvoir proposer des outils, on va dire, de prévention, si j'ai bien compris. Si je vous dis mais que tout a déjà été inventé dans cet univers-là de prévention, qu'est-ce que vous me dites? Alors, je vous dirais que non, pas tout a été inventé, et bien heureusement d'ailleurs, et c'est surtout qu'il faut savoir évoluer avec les nouvelles générations. C'est-à-dire que les seniors qui sont au grand âge aujourd'hui, qui avaient 50-60 ans hier, ne sont pas les seniors de 50-60 ans aujourd'hui. Donc, regardez leurs habitudes de vie, regardez leur contexte de vie, observez, les écouter. Actuellement, sur cette population actuellement, bien évidemment, on apprend de nouvelles choses, on constate de nouvelles choses, et puis ça correspond aussi à une évolution de la société, hein, en général, et puis de l'entourage, et un certain nombre de facteurs qui vont venir impacter de nouveaux comportements. C'est tout l'intérêt de ce travail de fond, hein, sur les comportements. C'est pour ça que moi je parle de facteurs d'âge, en fait, qui sont peut-être un peu communes à toutes les générations, à peu près de facteurs de génération, où là, effectivement, il y a des spécificités. Tout à fait, tout à fait. Alors, une fois encore, recentrer sur une idée de 50-65 ans, et ça peut paraître un peu réducteur, hein, également, et c'est là où je vous rejoins, c'est qu'on parle vraiment d'une génération. C'est plus l'idée d'un travail de fond recentré sur l'humain. Ça, c'est vraiment un point qui est important à mon sens. C'est toujours de se dire, on va aller regarder qui ils sont, comment ils évoluent, et toujours quel est leur parcours de vie, quel est leur contexte de vie. Et tout ça, c'est travailler, par exemple, sur de la réalité de terrain avec des épidémiologistes, des psychosociologues, des ergonomes cogniticiens, des ergothérapeutes. Et ça permet vraiment de recueillir et de stocker des informations qualitatives
sur des groupes d'individus, sur leur lieu de vie, savoir s'ils vivent en milieu rural, en milieu urbain, quel est leur type de logement, quel est leur voisinage, quels sont leurs comportements d'usage, quels sont les risques, effectivement, hein, qu'ils encourent aussi au regard de tout ça, en termes de risques domestiques, de risques dans la rue, en matière d'activité physique, etc. Et c'est vraiment observer tous ces mécanismes et de s'en nourrir, hein, clairement, également par leur remontée d'informations et leur retour d'expérience. Justement, l'observation de cette génération, concrètement, vous le faites comment? C'est les seniors qui viennent dans des salles? Si vous allez chez les gens, comment ça se passe? Alors, nous travaillons sur deux approches complémentaires, hein. Effectivement, des informations qui sont obtenues de deux manières. Donc, la première, qui est basée sur l'expérience utilisateur, effectivement, qui consiste à observer, à écouter des personnes, alors qui sont soigneusement choisies, hein, dans le cadre d'échantillons et de cohortes, qui participent à des expérimentations, des expériences en situation réelle ou en reconstitution en laboratoire, parce que nous avons un laboratoire des usages qui est complètement évolutif et qui nous permet vraiment de reconstituer des environnements le plus réels possible, pour leur permettre de manipuler, pour leur permettre de s'identifier, d'évoluer, hein, dans des environnements, hein. Et cela est clairement possible, hein, par des tests utilisateurs, mais également aussi par des enquêtes, des entretiens, des focus group, axés et orientés très fortement vers l'usage. Donc ça, c'est un premier temps de recueil d'informations. Dans un deuxième temps, on s'appuie également sur l'étude des accidents de la vie courante dans le cadre de notre observatoire dédié aux accidents de la vie courante, qui est recentré sur les accidents et ses circonstances. Aujourd'hui, donc, nous avons une base de données de près de 50 000 accidents qui regroupe des déclarations d'accidents des mutuelles et sociétés d'assurance, que sont la MAF, la Massif, la Manif et le Crédit Agricole. Et de ce fait, ça nous donne des détails sur le circonstancié de l'accident, ainsi que sur les blessures, sur les soins engendrés par ces accidents. Et de ce fait, nous pouvons ensuite travailler sur ces circonstances. Et puis, un deuxième recueil de données qui, là, s'opère par le biais de la cohorte MAVI, qui a été créée avec l'INSERM, et qui, là, nous permet de travailler sur les comportements. C'est centré sur l'individu. Donc, il s'agit d'une cohorte de 27 000 volontaires, là, aujourd'hui, hein, qui est suivie dans le temps. Et ça nous permet de pouvoir recueillir des informations sur leur foyer, leur logement, leur mode de vie, leur santé, et puis également, effectivement, aussi la déclaration éventuellement d'accident. Donc, en fonction des problématiques que l'on souhaite creuser, chaque champ peut être investigué séparément ou être croisé, voilà, pour identifier des facteurs de risque très précis. Alors, par exemple, si l'on souhaite connaître le type de logement des 50-65 ans ou bien leurs habitudes d'usage, ou le type de risque, hein, clairement, qu'ils pourraient encourir aussi. C'est également aussi essayer de déterminer, par exemple, l'ampleur et la caractéristique de ces accidents chez les seniors de 65 ans et plus, si on prend cette tranche d'âge-là, en étudiant la chute, ses conséquences, le fait qu'aujourd'hui, on est face à la première cause de mortalité pour cette population en matière d'accidentologie, hein, avec plus de 8500 décès par an, par exemple. Donc, ça nous permet vraiment de rentrer en profondeur sur ces sujets et d'en faire ressortir un certain nombre d'éléments. Sur les nouveaux jeunes seniors, on voit apparaître des nouveaux risques, par exemple, savoir peut-être idiot, mais par exemple la consommation de la drogue chez les baby boomers, en fait, alors qu'on ne voyait pas ça chez les plus anciens, ou alors des valeurs de liberté, en fait, d'hédonisme, qui alors des valeurs de liberté. qu'on serait peut-être moins prudent, en fait. Alors effectivement, des valeurs de liberté, ça clairement, ça c'est des choses qu'on peut observer. Sur la notion de la drogue, c'est des choses dans lesquelles on n'est pas rentré, hein, dans le détail, sur lequel on pourrait aller, effectivement, sur certaines consommations. Mais ce n'est pas l'objet, hein, quand même, Calixis. Nous, on est vraiment quand même recentré sur des notions
d'accidentologie à la santé que l'on peut creuser hein, sur des points spécifiques, mais celui-ci, en l'occurrence, ça n'est pas notre D'accord. angle privilégié. Par contre, les valeurs d'une génération de liberté qui serait peut-être moins, à prendre plus de risques, mais ça c'est ma traduction en fait. Hein. Quelqu'un qui est en liberté pourrait être quelqu'un qui prendrait peut-être plus de risques qu'une ancienne génération qui serait peut-être plutôt un peu plus carrée. Est-ce que Alors, on doit quand même noter des éléments là-dedans? Alors, plus de risques, ça, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais en revanche, peut-être des risques différents. C'est-à-dire que par le biais de beaucoup plus de déplacements, par le biais de loisirs accrus, par une volonté de réaliser hein, de nouvelles activités, d'aller plus loin, de dépasser ses limites peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion-là. Certainement, mais ça serait intéressant effectivement de creuser ces aspects-là, tout à fait. Si on peut mettre, on peut se rapprocher du moins d'un premier profil avec certaines caractéristiques. On pourrait dire que bien évidemment, on est face à une population en activité ou non, vivant à son domicile, qu'elle a choisi, hein, au regard de sa vie professionnelle et familiale, plutôt très dynamique, ayant envie de prendre soin d'elle, tout en multipliant les loisirs là aussi. Il faut voir que la génération née dans les années 60-70 entend vraiment s'épanouir hein, et profiter de l'avenir en se déclarant à plus de 74%, me semble-t-il, être heureux. Donc, ça, c'est plutôt très intéressant. C'est une génération pour qui les enfants, lorsqu'il y en a, ont majoritairement quitté le domicile, qui entretiennent des liens réguliers avec leurs enfants, lorsqu'il y en a là aussi, avec leurs petits-enfants, et pour qui leurs parents commencent à entrer dans le grand âge, donc ils s'occupent pour la grande majorité. Ils ont également le passage à la retraite, hein, ça je l'ai évoqué aussi, période qui reste pour la plupart un moment de grande remise en question et qui peut engendrer là aussi des comportements très différents selon chacun. C'est-à-dire que par peur du vide, certains se précipitent dans une occupation à l'identique, au statut près de ce qu'ils ont réalisé auparavant. D'autres se livrent à d'intenses activités, la plupart du temps imposées par l'environnement, hein, qui peuvent être par exemple la conséquence d'exigences d'un conjoint, la garde instituée de petits-enfants, par exemple, l'aide obligée aux proches, ou bien encore le don de ses bras à une association, hein, par exemple aussi. Et puis d'autres prendront du recul pour équilibrer, diversifier leurs activités, par exemple, en prenant appui sur ce qui est structuré, c'est-à-dire leurs compétences, leurs valeurs, en y intégrant leurs envies, leurs rêves, sans oublier quand même le temps hein, à consacrer à leurs proches. Mais quand même, malgré tout, une chose est sûre, c'est que même si le mot vieillesse, vieux, vieillissement font partie de leur vocabulaire et de leurs préoccupations, hein, souvent d'ailleurs en tant qu'aidant, il est peu fréquent qu'ils s'identifient à ces termes. C'est-à-dire que pour beaucoup, leur représentation du vieillissement reste négative parce que liée au grand âge, à la dépendance. Donc, en quelque sorte, pour résumer, c'est peu ou pas pour eux pour l'instant. Ce sont des phénomènes qui ne s'appliquent pas. Alors, justement, ça c'est un sujet. Est-ce que vous avez noté que le fait moi qui ai 52 ans, en fait, alors ça, on ne s'identifie pas du tout, mais alors pas du tout, je ne suis même pas concerné par un senior. Est-ce que le fait qu'on ne s'identifie pas, j'imagine que ça ne doit pas aider pour la prévention, pour sa propre prévention? Alors, c'est pour ça qu'on sait, en plus de par les études que j'ai évoquées tout à l'heure et de par le travail qu'on peut effectuer sur le terrain, que quel que soit le parcours de vie, passé 65 ans, on constate qu'on devient
on a beaucoup plus de difficultés à gérer un déménagement, à accepter des travaux, à, de retrouver une stabilité dans un nouveau lieu de vie, si on déménage notamment, de se créer des relations amicales, de découvrir de nouvelles activités. Donc, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, nous sommes convaincus que cette période de transition, donc du passage à la retraite et de cette période des 50 ans et plus, 65 ans, on va dire, cette génération pivot, comme on l'appelle aussi, c'est une période de transition de l'avant ou de l'après-passage à la retraite est particulièrement adaptée et opportun pour entrer dans cette démarche active, en fin de compte, de prévention et d'anticipation du grand âge. Voilà. Alors c'est dommage, parce qu'en fait, c'est une période qui est opportune dans les faits, en fait, mais ce n'est pas forcément la période où on se dit, tiens, je vais prévoir quand même l'aménagement. D'ailleurs, Sylvain Vallée a fait une étude récemment où on aménage son logement plutôt pour le confort, mais pas forcément dans un but de prévention. De prévention, tout à fait. Et c'est là où justement on peut actionner certains leviers et le fait que certaines réflexions s'engagent justement, que des décisions soient prises. L'idée de pouvoir prendre ces décisions en pleine conscience de ses choix, selon son libre arbitre, parce que c'est vraiment ça aussi qui est important. C'est un moment où on peut engager et de manière naturelle des questionnements sur son avenir. Par exemple, si on prend les 40% de retraités qui déclarent envisager de vouloir changer d'habitat, notamment, c'est de se dire est-ce qu'on va adopter un espace de vie plus fonctionnel, rejoindre un lieu de villégiature, par exemple, où on a toujours voulu venir habiter en vacances, c'est se rapprocher de ses proches. Enfin, voilà, c'est vraiment tout ce questionnement qui est intéressant aussi à actionner et à guider. Et puis, c'est prendre en considération aussi que même s'il s'agit d'une période de projection dans une nouvelle vie, il apparaît clairement que pour être anticipé, le vieillissement, trop souvent stigmatisé et source d'angoisse, vous l'avez évoqué là aussi, il est primordial vraiment de pouvoir se projeter de manière objective dans cette étape de vie. C'est penser par exemple, vous l'avez évoqué, on l'a évoqué ensemble, l'habitat, un habitat évolutif, fonctionnel, dans un lieu accessible, permettant de maintenir une vie sociale épanouie, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire par exemple lorsque on parle d'évolution de ce domicile, c'est imaginer peut-être des pièces de vie comme la cuisine, le salon, la salle à manger, de manière peut-être un peu plus restreinte, et parce qu'on reçoit moins, parce qu'on reçoit moins longtemps, parce qu'on reçoit différemment, on peut avoir moins besoin de pièces à un moment donné. Et c'est par contre envisager une chambre confortable, lumineuse, avec une salle de bain indépendante, ouverte, accessible, etc. C'est aussi se dire pourquoi pas transformer une chambre qui est beaucoup, beaucoup moins occupée en salle de loisirs, avec un ordinateur, un espace de lecture, etc., en petit salon où on peut accueillir d'autres types d'activités et puis qui peut aussi s'adapter à son conjoint, parce que ça c'est important aussi quand il y en a un évidemment, à l'accueil de petits-enfants ou de personnes plus jeunes pour contribuer toujours à donner envie finalement de venir et de créer ce côté social aussi chez soi, ça c'est important. C'est vraiment une manière de préserver son bien-être, c'est envisager un vieillissement serein, et le plus tard possible, évidemment en autonomie. Et dans l'idée aussi que quelque part, il n'y a pas de bon, de mauvais choix, de choix unique, mais qu'en revanche, il est quand même important que ces démarches soient guidées et qu'elles soient accompagnées et que les solutions soient vraiment adaptées, qu'elles soient utiles, qu'elles soient acceptables et qu'elles peuvent vraiment répondre à ces envies. C'est vraiment estomper toutes ces craintes et puis les incertitudes qui sont propres à chacun. Quand on parle jusqu'à présent de prévention, la prévention c'est très large en fait, c'est l'habitat mais c'est aussi la santé. Comment est-ce que vous abordez l'ensemble de ce sujet-là?
Effectivement, c'est en ce sens-là que l'avancée en âge doit être appréhendée dans sa globalité et non uniquement sous un seul angle. C'est prendre conscience dans un premier temps que, par exemple, peu de projets ou d'envies ne sont réalisables si l'on ne prend pas soin de sa santé, clairement. C'est prendre le temps d'un suivi médical régulier, rentrer dans une démarche de prévention de santé active, entreprendre des dépistages conseillés et organisés à partir de 50 ans, hein, dans le cadre notamment des programmes nationaux, comme le test de dépistage du cancer colorectal ou tout ce qui est en lien avec les bilans cardiovasculaires, par exemple. C'est aussi valider l'idée qu'une vie sociale active et affective reste essentielle à tout moment de la vie. Et cela, évidemment, pour garder une certaine estime de soi et un équilibre psychique, clairement. Ça passe par les loisirs, par l'activité, le fait d'avoir des passions, de pouvoir les partager, de faire des projets. Mais c'est également aussi, on l'a évoqué à plusieurs reprises, se recentrer sur son logement, mais se recentrer sur son logement pour évaluer si celui-ci va être vraiment adapté à ces changements d'activité, aux évolutions de sa vie dans le temps. Et c'est vraiment avoir en tête que cet habitat ne devienne pas un lieu de contrainte auquel on doit sans cesse s'adapter, mais plutôt que celui-ci s'adapte naturellement au fil du temps à soi, parce qu'il aura été pensé en amont dans cette idée et que peut-être de se poser la question d'une configuration initiale utile pour une famille à un moment donné n'est peut-être plus idéal quand on est seul, ou enfin en couple ou seul, savoir si les accès sont facilités, les aménagements sont adaptés, etc. Donc c'est vraiment arriver à se projeter dans un environnement de vie certes actuel, mais dans les 15, 20, 30 ans à venir, avec certaines fragilités potentielles, physiques, moins d'agilité, des envies aussi, d'activités culturelles ou de loisirs de proximité, des besoins d'accès aux soins, bien évidemment, là aussi, facilité. Donc, c'est vraiment aborder une idée du vieillissement et de sa prévention de manière très objective et très globale dans ces conditions-là. Un mot de conclusion pour l'émission? Écoutez, selon nous, clairement, ce qui peut être très pertinent dans ce type de démarche, c'est vraiment la co-construction. La co-construction avec l'usager, qui est le bénéficiaire. Un bénéficiaire qui sera expert dans ce type de démarche. Et donc, le fait d'aller vers l'expérience utilisateur permet de poser les limites, d'éviter des usages détournés, des incompréhensions ou bien clairement des comportements de rejet. Ça permet vraiment de susciter l'adhésion et de favoriser la validation, clairement, par des pairs, mais également aussi de mettre en œuvre des solutions qui seraient vraiment intuitives, non stigmatisantes, non intrusives et qui permettent vraiment de garder son individualité face à des solutions universelles et qui pourraient être adaptables et évolutives pour toutes. Donc, c'est vraiment un engagement qui s'inscrit avec pour objectif d'apporter vraiment un regard éclairé, scientifique et éprouvé, mais également de pouvoir apporter de la matière pour ces actions et ces solutions de prévention. En ayant comme unique préoccupation la personne et surtout son bien-être, bien évidemment. Super, merci Audrey. Audrey Françoise Soult, je rappelle que vous êtes responsable recherche et développement et expérimentation au sein du laboratoire des usages chez Calixis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.